tous, bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors en effet, je vais peut-être me prendre une vague sur la tête dans pas longtemps, mais ce n'est rien comparé aux vagues que se prennent tous nos navigateurs sur leur bateau dans l'océan Indien. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer des images envoyées depuis les bateaux aujourd'hui et cette nuit. C'est vraiment une autre paire de manches qu'ils ont à l'avant et à l'arrière de la flotte. On va voir tout cela tout à l'heure. Et on va aussi regarder aujourd'hui le tracker parce que Charlie Dalin est en train de réussir son pari. On dirait il est loin devant. Je vibre et je tremble pour lui depuis des jours. Ce garçon, vous vous rappelez ce que disait dans ma vidéo Francis Huster, ce n'est pas contre la mer qu'ils se battent, ils se battent contre eux-mêmes. Et bien quand je regarde Charlie depuis cette descente fulgurante de l'Atlantique et puis sa lutte acharnée avec cette tempête, parce qu'il essaye, vous l'avez vu, il essaye depuis des jours d'être à l'avant du front de la tempête pour prendre de l'avance sur la flotte. Ce n'est pas contre la tempête qui se bat Charlie Dalin, c'est contre lui-même. Peut-être est-ce contre cette deuxième place dans le Vendée Globe 2020. Peut-être est-ce contre cela qu'il se bat. Peut-être est-ce juste, peu importe, ce qu'il fait est beau, ce qu'il fait nous fait vibrer. Charlie Dalin est clairement en tête aujourd'hui, clairement pour le moment en train de gagner son Paris Sud. De toute façon, ils n'avaient pas tellement d'options. Sébastien Simon, il le dit dans sa vidéo de ce matin, ils n'avaient pas tellement d'autres options, eux, que d'aller au sud pour être à l'avant du front de la tempête. Alors le problème de Charlie Dalin, vous allez voir sur le tracker tout à l'heure, va être qu'il est très proche de la ligne de glace. Donc il y a un moment où il fera peut-être du près serré, je ne sais pas, parce qu'il est vraiment bas, vous allez voir. Mais en tout cas, lui, il est devant. Lui, il vole avec la tempête, alors que Sébastien, derrière, il est à moins de 100 000, 150 000 de derrière. Et puis on va voir les filles. Justine Métro, elle nous fait un cours de géographie sur ces îles de désolation au bout du monde. Il y a des nouvelles de Violette aujourd'hui dans les vidéos du jour. Alors on voit son premier albatros, elle voit son premier albatros et on sent son étonnement. Pour ceux qui demandaient de ces nouvelles ici en commentaire hier, les nouvelles sont bonnes. À la vacation, elle nous a dit qu'elle a passé sa première dépression au cap de Bonne-Espérance. Elle est donc dans l'Indien maintenant. Pour le moment, tout le monde va bien, plus ou moins bien. Tout le monde est fatigué, tout le monde est surtout inquiet de passer ces fronts, de passer cet océan Indien. Mais plutôt que de faire une longue explication moi-même, il vaudrait mieux qu'on aille voir le tracker et les vidéos des skippers. Allez, on y va. Alors, comme je vous le disais, on va aujourd'hui aussi aller à l'arrière de la flotte pour voir Zabi, le concurrent hongrois, qui lui est pas dans les mers du Sud, il n'a pas de vent du tout. Vous l'avez vu sur mes images au début, on le voit, il parle en hongrois, donc je comprends pas tout ce qu'il dit. On voit, en tout cas, il est à 5 nœuds. Et puis on va revenir aussi au bateau à dérive. Eux, ils ont pas mal de mer, mais ils ont passé donc le camp de Bonne-Espérance pour la plupart. On va y revenir. D'abord, je vous parlais de Charlie Dalin. On va aller vite voir un peu où se trouve son bateau. Il réalise un geste incroyable avec cette tempête et il pourrait se retrouver avec une avance considérable. Il a déjà aujourd'hui quasiment 200 000 d'avance sur Sébastien Simon, mais il pourrait avoir encore plus dans les prochains jours parce qu'il souffre magistralement, on peut le dire, sur les vagues face à cette tempête qui provoque tant de divisions dans le groupe de tête d'origine. Rappelez-vous les 5, d'abord les 9 dans un temps, ils étaient 9 en tête, c'est ensuite 5, maintenant 3, maintenant 1, Charlie Dalin, qui pourrait se retrouver, quelqu'un disait, je crois que c'est Jérémy Bayou, très malheureux dans sa vacation, parce qu'il se retrouve dans une option pas terrible, avec les autres, il le dit derrière, qui vont couper le fromage pour rejoindre devant. Enfin bref, donc il pourrait arriver à une avance de 1000 sur l'arrière de ce groupe initial de leaders. Enfin, on va voir ça dans les prochains jours. Alors, ce qu'on peut dire, donc vous voyez Sébastien Simon, numéro 2, il a maintenant des vents forts à nouveau, on
peut dire 35-50 nœuds, une mer à 600 mètres. Il a été ralenti cette nuit, on l'a vu dans sa vacation. Ralenti, il s'est retrouvé dans une passe sans vent et c'est là qu'il a perdu pas mal sur Charlie Dalton, ce qui fait que maintenant, il va naviguer en bordure de la limite des glaces, de cette zone de glace qu'il aurait, rappelez-vous, à cause des icebergs, interdite sous peine. C'est pas qu'il y a un iceberg de l'autre côté de la ligne blanche, vous vous doutez bien. C'est juste que s'ils vont dans cette zone où potentiellement il peut y avoir des icebergs, ils ont des pénalités très fortes. Donc il ne peut pas passer là. Il a ce vent fort dont je vous parlais qui le pousse vers la zone. Donc il va être obligé de faire des nampageages pour éviter de rentrer dans cette zone. Et faire ça, personne n'aime faire ce genre de choses, avoir de vent de face, tout ça. Mais en plus, le faire dans une mer de 6 mètres ou 7 mètres avec 35, voire plus, voire 50 peut-être nœuds de vent à rafale, c'est pas marrant du tout. On se doute pour lui et moi j'ai de la peine pour Sébastien Simon qui a clairement pas démérité et qui là est en train de perdre petit à petit de la distance sur Charlie Dalton. Donc voilà, on verra. Il est clair que Charlie, s'il arrive à tenir sa position par rapport à la tempête, il pourrait augmenter son avance sur tout le monde. Nous serons tous ici dans les 3 prochains jours. Et dans les semaines à venir, on verra s'il devient intouchable ou pas. Alors, numéro 3 et numéro 4, Johan Richomme et Thomas Ruyant, ils sont dans une course désespérée pour se diriger vers le sud et retenir les vents de cette tempête en naviguant là dans une mer formée à 6-7 mètres, pas loin l'un de l'autre. Ils ne doivent pas perdre le vent parce que s'ils ralentissent trop, ils vont se retrouver avec les vents légers à l'arrière de la tempête. Et rappelez-vous, l'océan Indien, c'est toute une histoire de fronts et tous les mers du Sud, des fronts qui succèdent les uns aux autres. Donc il faut aller avec le système météo à l'avant, pas avec celui de derrière, parce que c'est un peu ce qui se passe à une partie de la flotte, là, vous voyez, du milieu qui est prise entre les deux dépressions. Ils sont globalement dans des conditions de navigation assez mixtes dans l'océan austral, avec une bonne vitesse pour la plupart d'entre eux, mais globalement, il est clair, pas aussi rapide que les leaders qui ont creusé l'écart. La flotte arrière est à la fois dans des conditions fortes, de 30 à 40 nœuds, et une mer de 5 mètres au sud, mais les skippers au nord ont une mer de 3-5 mètres et un vent de 25 nœuds. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Et puis, dans les bateaux à dérive, il faut aussi qu'on les retrouve. Là, par exemple, j'arrive sur Violette Direct qui est à 13 nœuds. Elle a quand même un peu... elle est à 2600 milles nautiques du premier, de celui de Charlie Dalton. Elle a des creux à 4 mètres, donc on comprend qu'elle est encore prudente, même si elle admirait... j'ai vu sa vidéo avec ses albatros, elle est magnifique, mais le vent tourne beaucoup, donc elle a peut-être des moments de calme de temps en temps pour pouvoir prendre des vidéos. Et puis où sont les autres? Dans les dérives. Benjamin Ferret, le voilà lui aussi, il a 4 mètres de vague. Et puis où est-ce qu'ils sont les autres? Alors qui est en tête des dérives aujourd'hui? En tête de dérive, ça va être par là, mais si on arrive à les voir. J'ai un bateau là caché. Ça, c'est Jean Le Cam. Il est 19e. Attendez, je vais mettre les vents. Ça va être plus simple pour voir. Parce que là, je voulais voir les conditions de mer. Mais on ne voit pas grand-chose. Regardez ici, ce beau Tanguy le Turquet qui lui, il a une sacrée mer. Vous vous rappelez hier sa vidéo, qu'est-ce qu'il était amusant. Il a 4 mètres de mer, il a du vent aussi dans les prochaines heures toujours. Et donc c'est lui qui, en étant le plus proche de la ligne, de cette ligne rouge qui est la distance au but, comme vous le savez, la plus courte, et se retrouve donc 19e en tête de Jean Le Cam. C'est marrant parce qu'hier il nous disait qu'il combien il appréciait ces situations. Et puis tiens, on va voir où est-ce qu'il est, Alain Roura, qui chantait, et c'est tellement beau son hublot, c'est peut-être celui-là. Alain Roura, il est 22e, il est toujours, vous vous rappelez quand il chantait, je suis derrière Jean Le Cam, lui, il n'a pas des dérives, mais il est toujours derrière Jean Le Cam, qui lui se trouve là. Voilà, qui se trouve donc aujourd'hui en 2e position des bateaux à dérive, derrière Tanguy le Turquet. Et puis notre ami lui, Duc, attendez que je vois, parce que là c'est un peu petit, qui est à côté de Jean Le Cam. À côté de Jean Le Cam, on a Isabelle Josh, ils sont quasiment à vue, là ils sont collés tellement ils sont prêts.
Violette, on a dit. Sébastien Marcet. Qui on a ici? Louis Burton. Bon, il se dirige vers Cape Town, malheureusement. Arnaud Boissière. Benjamin Ferret, voilà, un autre bateau à dérive. Et puis Giancarlo Pedot. Mais alors, pourquoi? Où sont les autres? Qui on a d'autres? Alors, Eric Bellion, lui, il est 31e. Conrad Coleman, il est 30e. Il est passé aussi dans l'océan Indien. Kohiro derrière, lui, il a pas mal de mer aussi. Donc, eux, là, ils se retrouvent dans une situation, ils n'ont pas énormément de vent, mais ils ont quand même pas mal de mer. Le vent, il a combien de nœuds? Vous voyez, il a 20 nœuds, 27, 29, même pour Tanguy, là, il a 30 nœuds de vent. C'est pas énorme le vent, mais en revanche, ils ont quand même, ils regardaient la mer, ils ont quand même pas mal de vagues un peu partout. Là, regardez Corriero, tout à l'heure, je regardais, il a 5 mètres de creux. Là, Antoine Cornic, il est à 4 mètres, on a vu sa vidéo. Bah, tiens, on va finir sur sa vidéo, voir ce qu'il dit, parce qu'on n'a pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Olivier Hir, il est dans 4 mètres de vague aussi. Manu Cousin, il en a moins déjà, vous voyez. 2 mètres, 3 mètres. Pour Denis, 4 mètres aussi, donc il en a pas mal. Et puis allons à l'arrière de la flotte. Jinkun Chu, lui, il a pas mal de mer aussi. Puis je vous disais, à toute fin, Chabot, le concurrent hongrois, il a, lui, pas de vent du tout. Vous voyez là, c'est dans les prochaines 5 heures. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines 14 heures? Alors, regardons 23 heures. Dans les prochaines 24 heures, il a toujours pas énormément de vent. Donc, il n'est pas tout de suite arrivé à l'océan Indien. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. On va agrandir un peu pour avoir une image de la carte. Voilà, on agrandit un peu pour avoir une image de la carte dans 24 heures. Rappelez-vous, sur la carte, moi je n'ai pas de logiciel de routage, donc pour calculer où ils en sont, on prend la petite lame du rasoir et puis on avance pour voir où ils ont. Donc, rappelez-vous, quand je mets la carte à 24 heures, il faut savoir que les bateaux seront avancés, seront plus en avant. Voilà ce qui les attend dans le reste de l'après-midi et pour cette nuit comme météo. Moi, je vous dis à très bientôt. J'arrête là parce que c'est un petit peu long aujourd'hui. On va se quitter sur des rapides images de bateau. Allez, à très vite. Bye bye. Du soleil, voilà. La mer est grosse. Cette nuit, c'était très fort. Et on a eu jusqu'à 50 nœuds. Et là, ça va commencer à baisser. Donc là, je renvoie le petit Génac. Mais la mer est très forte. Donc, ça risque d'être sympa. Ça va mouiller, quoi. Bon, allez. La mer est magnifique. Elle est bleue. Vous vous rendez pas compte de l'état de la mer, mais il y a des belles vagues. Pendant 15 heures à peu près, la mer est très formée. Ça va parce que la houle est assez longue, mais quand je suis allé prendre un riz tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Et j'essaie de me réchauffer comme je peux, de continuer de manger. Voilà, on va approcher là de la zone des glaces dans 150 milles à peu près. Il faudra empanner pour repartir un petit peu vers le nord-est et probablement faire plusieurs empannages le long de la zone des glaces. D'ici là, je vais essayer d'avoir une vitesse correcte dans ce vent très instable. En tout cas, c'est un vent très froid, très dense. Donc dès qu'il y a une rafale, ça pardonne pas, ça accélère tout de suite. Voilà, il y a 27 nœuds, je suis à 26 nœuds. De faire aller plus vite le bateau parce que après les plantés sont très violents. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Alors, là on est witché. L'état de la mer n'est pas très agréable. Et, du coup, j'essaie de limiter la vitesse.
j'ai réessayé d'appeler la base de Crozet, mais toujours sans succès, donc dommage. Ça aurait été chouette de pouvoir, de pouvoir avoir un contact avec ces terres isolées. Ouais, ce sera pour une autre fois. Et puis par contre, si vous voulez en savoir un peu plus sur les terres australo-antarctiques françaises, je vous invite à lire la super BD d'Emmanuel Lepage qui s'appelle Voyage aux îles de la désolation et qui suit une des missions de ravitaillement du Marion Dufresne, donc qui fait l'émission pour amener les personnes sur les différentes îles et aussi emmener tout le matériel dont ils ont besoin. Donc voilà, je vous invite à la lire, c'est vraiment une super BD et comme ça vous en saurez un peu plus sur toutes ces petites îles un peu isolées. Allez, bonne journée, à plus tard. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais en fait, moi je pense l'île aux pingouins qui se découpe là, dans la grisaille, on la voit bien.